Et est-ce que vous pouvez nous décrire en fait les 4 installations? Oui, oui, bien sûr. Alors, le parcours commence par un prologue où on entre dans une pièce obscure, où on est confronté à deux présences qui sont des mannequins ou des êtres vivants. Le trouble peut exister un instant, et c'est là l'essentiel, c'est de déjà tout de suite perdre ses repères sur ce qui est véritablement présent ou absent. Et on est introduit dans le bardo où on nous explique qu'à partir de maintenant, on va faire un long parcours, un parcours qui va pouvoir durer plusieurs semaines. Et on est face à ce mannequin sur lequel il y a une projection. C'est un peu le même type de dispositif que ce que peuvent utiliser des gens comme Denis Marlowe ou d'autres artistes on est très proche de cette personne-là, et c'est déjà présent à cet endroit pour venir nous demander, nous questionner sur ce qui nous attend derrière, qu'est-ce qu'on va devenir, quel est notre état, nous, d'être en chair et en os face à ces êtres déjà virtuels, mais pourtant si présents. C'est Orphée Eurydice, enfin, Tout à fait, ouais, ouais, parce qu'il y exactement. a effectivement cette forme de mannequin et on a l'impression d'une évanescence. Et en fait, plus on s'en rapproche, plus on voit la concrétude, je ne sais pas si ça se dit la concrétude, mais en tout cas la matérialisation de ces corps. Oui. Et en plus, on t'annonce que tu vas rentrer et que tu es seul. Tu rentres et tu n'es pas seul, et il y a quelqu'un qui est assis dans la même position que toi. Et c'est difficile de savoir tout de suite si c'est quelqu'un qui est resté là ou si ça fait partie du spectacle. Ensuite, on sort tout de suite sur une longue pièce qui est une pièce qui travaille sur l'aveuglement, l'entrée dans la lumière, comment on est aveuglé et comment on réagit face à ça, en présence avec une comédienne qu'on discerne difficilement dans le noir, mais qu'on peut arriver parfois à surprendre, qui a une forme d'Osiris, une femme oiseau qui nous conforte à l'intérieur de cette zone qui pourrait être très phobique, qui est l'obscurité, le noir, être plongé longtemps à l'intérieur de ça. On rentre dans le contact. Je pense qu'à ce moment-là, on rentre beaucoup dans les odeurs aussi, parce que ce sens se réveille dans l'obscurité. Et je pense que là, on rentre vraiment de plein pied dans ce qui s'appelle le bardo. Le bardo étant ce long chemin dans lequel on s'engage dans des couloirs obscurs, pouvant durer 7 fois 7 jours, et qui intervient au moment où on est en train d'agoniser. Vous savez, c'est vraiment cette idée de la dernière seconde quand elle s'étend à l'infini, et qu'on pourrait imaginer que tout se confronte parce qu'on perd ses repères sensoriels, et finalement notre perception du monde se transforme et elle donne lieu à des visions oniriques. C'est ça qui m'intéresse dans l'idée de la mort, beaucoup plus que le chemin ou le rapport initiatique. C'est vraiment cette zone d'imaginaire possible et de vision qui se fabrique à ce moment-là. Cette scène dans l'obscurité, elle a deux fonctions. D'abord, celle de nous perdre complètement. Et la deuxième, c'est aussi de nous préparer aux illusions qui arrivent derrière. D'ailleurs, à l'intérieur de cette scène-là, on peut déjà commencer à se retrouver confronté à une première forme d'illusion qui est l'apparition de soi-même. Tout le monde ne se voit pas, mais il arrive que les gens se voient en reflet ailleurs dans l'espace. Et c'est quelque chose de très très étonnant d'être confronté à soi-même de cette manière-là. Cette pièce obscure donc débouche sur une troisième qui, elle, a été construite quand on était en résidence en Roumanie, à Cluj, où là on s'est vraiment imprégné de l'univers, de ce qu'on ressentait là-bas en Roumanie. Cette histoire qui mêle plusieurs échecs successifs de civilisation politique, le communisme qui s'est effondré, le capitalisme qui est déjà en une forme d'échec parce que tout est allé très vite. Et ça se sent très fort, et la disparition de tout ça, le mélange de tout ça donne un rapport assez nostalgique dans lequel on invite les gens à pénétrer dans une situation où on vient s'asseoir et on découvre des images d'archives dans un rapport de théâtre optique qui s'échappe d'un vieux poste radio. Et petit à petit, la pièce s'éclaire et commence à être habitée par des spectres. Des spectres qu'on entend parler déjà depuis un moment, mais qui apparaissent à l'intérieur de cet espace. Le texte reste en roumain. Ça, c'est volontaire de notre part. On s'est longtemps posé la question si on allait retraduire les textes à chaque fois.
Et en fait, il y a quelque chose de très fort, je trouve, aussi à dire, oui, il y a du sens, oui, il y a du texte, mais très vite, il faut qu'on informe le spectateur de ne pas s'accrocher au sens littéraire, mais vraiment de rentrer dans une autre grille de lecture qui est celle sensorielle. Et si on rentre dans cette grille-là, je pense que la situation qu'on propose, qui est d'être installé, seul, dans un fauteuil, dans un rapport de torpeur, la scène est assez lente, nous enfonce dans le sommeil. Pour moi, on touche là une nouvelle note importante dans la construction narrative qui est le danger est là, dans l'endormissement. Ne t'endors pas, ne te laisse pas endormir, c'est là que la mort survient finalement. Sortir de l'obscurité et de se retrouver dans cette situation-là, je pense que c'est très troublant parce qu'en même temps, on a envie de se reposer et en même temps, il y a quelque chose qui est inconfortable. Le fauteuil lui-même est inconfortable, la situation à laquelle on assiste, pas forcément très confortable non plus. Donc ça amène cette troisième couche. Il y a une forme de mise en danger parce qu'on s'attache à essayer de reconnaître des idiomes, des sons, la phonétique, et en même temps on essaye de comprendre le lien avec les images, et on est quand même observé. Et on est observé. Et ce qui rend la mise en danger, qui est là, à ce moment-là, on se dit qu'il y a un vrai travail sur le pas à ne pas franchir ou le pas à franchir pour aller un peu plus loin. Et c'est ça, ouais. Et puis je pense que c'est là qu'on se dit, mais dans quoi je rentre? Et effectivement, ces présences m'observent-elles ou est-ce moi qui les observe? Parce que le rapport s'inverse finalement malgré soi. Je pense que c'est très juste ça. Et dans l'écriture même du texte initial, il y avait déjà ce rapport entre le spectateur qui regarde, mais en fait, est-ce que c'est spectateur-narrateur? Qui est le narrateur, qui est le personnage? Et on retrouve cette ambiguïté-là et ce questionnement qui était au cœur du texte. Eh ben, elle est volontaire parce que c'est vrai que tout le sens de ce parcours-là, c'est de ne pas savoir où on se situe, de quel côté de la frontière on se situe. Est-ce qu'on a pénétré sur un chemin qui nous permet de visiter, je ne sais pas, les êtres qui nous manquent, de visiter des zones émotionnelles qu'on a enfouies, ou est-ce que finalement on est vraiment rentré, nous, dans ce long chemin qui est celui de la disparition, qui est si inconnu, et tout ça n'est qu'un prétexte justement à créer l'ambiguïté permanente et cet aller-retour-là sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le rapport au réel, qu'est-ce qui nous garantit qu'on traverse le réel. Moi, j'y crois aux murs, hein. Je crois que c'est vraiment des vrais murs, mais j'aime bien les auteurs comme, on parlait de Philippe Cadic tout à l'heure, j'aime bien ces auteurs qui viennent en permanence interroger les certitudes. Et je trouve que c'est important de pouvoir le faire à l'occasion de ce travail-là. Et remettre en cause en fait toute cette matérialité. On laisse la surprise pour la quatrième installation. Je laisse la surprise. Parce que je pense que ça, il ne faut pas le dévoiler. Non. Alors, merci beaucoup, Merci. Joris, pour ce petit entretien pour la Web TV. Et puis, très bonne continuation et belle rencontre. Merci, Cyril. Merci.